Bonjour et bienvenue à votre émission hebdomadaire cette semaine dans Dautré, édition du 12 juillet 2026. Donc, les vacances sont déjà commencées. On espère que vous pouvez profiter de la belle température. Un petit résumé de ce qui s'est passé cette semaine dans la région. Il y a eu les conseils municipaux du mois de juillet. On vous parle aujourd'hui plus précisément du conseil de Berthierville et du conseil de Saint-Cuthbert. Une rencontre aussi a eu lieu avec Yves Perron. On vous présente la première partie de cette rencontre. Une autre rencontre aussi a eu lieu avec Renaud Loranger, le directeur artistique du Festival de l'Anaudière, le plus gros festival de musique classique au Canada. Et il nous a parlé des activités qui ont lieu justement en fin de semaine. Et aussi avec la Chapelle des Cuthbert, un artiste qu'on a découvert, Marie Saint-Onge, qui s'est produit jeudi dans le cadre des 5 à 7 à la Chapelle au Cénacle. Donc, vraiment des entrevues très intéressantes. On vous rappelle que pendant l'été, on ne prend pas de vacances. Nous sommes avec notre programmation toujours régulière et nos bulletins de nouvelles sont à tous les jours à compter de 18h jusqu'à 18h30 en reprise le midi. Nous avons aussi notre bingo hebdomadaire à tous les samedis qui ne prend pas de vacances, qui ne prend pas de relâche. On vous invite à aller acheter vos cartes de bingo. Sur ce, bonne écoute et à la semaine prochaine. Donc, on commence avec le sommaire des résultats à des fins fiscales. Au niveau des revenus, les revenus de fonctionnement cette année, au 31 décembre 2025 pour la ville de Berthierville, 11 832 407. Les revenus d'investissement, 427 374. Donc, un total de revenus de 12 259 781. Au niveau des charges, 12 384 203. On en dégage un déficit lié aux activités de 124 422. Donc là, en fait, cet état-là cherche à définir l'excédent de fonctionnement de l'exercice. Donc, on va soustraire les revenus d'investissement de 427 374. Donc, on arrive avec un déficit de fonctionnement de l'exercice avant conciliation de 551 796. Au niveau des éléments de conciliation des fins fiscales, on ajoute l'amortissement de 2 9 963. On soustrait le remboursement de la dette à long terme de 675 350. Ensuite, il y a quelques affectations, donc un montant de 3 359 qui s'en va aux activités d'investissement. Et finalement, des affectations d'excédents accumulés pour 760 976. Cette année, on a aussi un élément qui s'ajoute dans autres éléments de conciliation de 70 132. Donc, cette année, l'excédent de la ville de Berthierville au 31 décembre 2025 est de 1 610 566. Ensuite, on passe à l'état de la situation financière. Au niveau des actifs financiers, on a la trésorerie équivalente trésorerie pour 3 51 502, les débiteurs 5 167 339, donc un total des actifs financiers de 8 218 841. Ensuite, les passifs, les créditeurs charges à payer 660 301, revenus reportés 304 478, dette à long terme 12 63 428, donc un total des passifs de 13 28 207. On arrive avec une dette nette de 4 809 366. Ensuite, au niveau des actifs non financiers, immobilisation corporelle 39 931 601. Les autres actifs non financiers, c'est en fait l'inventaire de pièces, le rechange et les frais payés d'avance, donc un total de 223 946. On arrive donc avec un excédent accumulé de 35 346 181. À la page suivante, on a le détail de cet excédent-là accumulé. Donc, on a un excédent de fonctionnement non affecté de 3 623 775. Au niveau de l'excédent de fonctionnement affecté, on a un montant de 298 976 qui est prévu pour le développement ouest et finalement des engagements pour le prochain exercice de 305 113. Donc, un excédent de fonctionnement affecté de 604 089. Au niveau des réserves financières, on a un montant pour les bouts, c'est 745 765. Au niveau des fonds réservés, le fonds de roulement, 577 627. Ensuite, financement des investissements en cours, 903 189.
Et finalement, l'investissement net dans les immobilisations et autres actifs de 30 698 114. Donc, ça donne le 35 346 181 qu'on a fait à la page précédente. Ensuite, au niveau de l'endettement net à long terme, la Ville est endettée pour un montant total de 9 483 356. Et ensuite, on ajoute la quote-part dans le fond de la Ville dans la MRC qui est de 658 855, on arrive avec un total de 10 142 211. Ensuite, on analyse la dette à long terme. Donc, il y a un montant qui est à la charge de l'ensemble des contribuables pour un total de 9 233 487 et un montant qui est à la charge du gouvernement du Québec de 2 868 013. Donc, qui donne le total de la dette de 12 101 500. Au niveau des revenus pour l'exercice 2025, les revenus de fonctionnement, donc la taxation, c'est 8 812 016. Excusez. Ensuite, la compensation totale de taxes, 308 350. Les transferts, c'est tout ce qui est des subventions, 620 800. Services rendus, 1 373 573. Les impositions des droits, amendes et pénalités, 566 828. Autres, c'est des intérêts, 150 840. Donc, des totals de revenus de fonctionnement de 11 832 407. Au niveau des revenus d'investissement, on n'a que des transferts, donc un montant de 427 374. Donc, un total des revenus pour l'exercice 2025 de 12 259 781. Ensuite, on passe aux charges. Donc, pour l'année 2025, au niveau de l'administration générale, c'est 1 523 105. Sécurité publique, en sous-catégorie police, 648 163. Sécurité incendie, 506 186. Autres, 50 102. Ensuite, au niveau du transport, les réseaux routiers, 2 606 175. Le transport collectif, 69 448. Hygiène du milieu, eau et égouts, 4 168 674. Matières résiduelles, 355 581. Autres, 700 $. Santé et bien-être, 38 542. Ensuite, aménagement, urbanisme et développement, sous-catégorie aménagement, urbanisme et zonage, 216 988. Promotion et développement économique, 7 649. Autres, 18 750. Loisirs et culture, 1 843 161. Frais de financement, 330 979. Donc, un total des charges de 12 384 203. Et finalement, on termine avec le sommaire des activités d'investissement. Donc, nos revenus d'investissement qu'on a vu tout à l'heure, le 427 374. Ensuite, au niveau des éléments de conciliation, on a eu des acquisitions d'immobilisation pour un montant de 3 366 952. Au niveau, après ça, des affectations, les activités de fonctionnement, le montant qu'on a vu au tout début, 3 359. Et l'utilisation d'excédents accumulés pour un montant de 2 681 813. Donc, on arrive cette année avec un déficit d'investissement de l'exercice de 254 406. 5.2 maintenant, Office régional d'habitation, c'est les ORH, c'est les travaux à l'immeuble situé au 1030 rue au Coin, dans le cadre du programme PRHL. Madame Lebrun. Considérant les travaux de réfection réalisés à l'immeuble situé au 1030 rue au Coin dans le cadre du programme de rénovation des habitations à loyer modique, le PRHLM, considérant la facture transmise par l'Office régional d'habitation de Dautrey, établissant la quote-part payable par la Ville de Berthéville au montant de 255 390 et 64, représentant 10 du coût total réel du projet, lequel s'élève à 2 553 906 et 42. Alors, je propose d'autoriser le paiement d'une somme de 255 390 et 64 à l'Office régional d'habitation de Dautrey relativement aux travaux réalisés à l'immeuble situé au 1030 rue au Coin dans le cadre du programme PRHLM. D'autoriser une appropriation à l'excédent non affecté d'un montant de 255 390 et 64 afin d'acquitter cette dépense. Merci, c'était appuyé par M. Prenière, merci. J'en appelle au vote à ma gauche. À ma droite.
Administration générale, point 4, règlement numéro 375 déléguant le pouvoir d'autoriser des dépenses et de passer des contrats à certains fonctionnaires. Avis de motion. Tu veux en parler? Dans le fond, c'est le règlement. En fait, c'est pour se mettre à jour. Là, on a déjà un règlement qu'on parle de contrôle budgétaire puis de pouvoir de dépenses qui devait être mis à jour, notamment du fait qu'on a plus de personnel cadre qu'à l'époque qui a été adopté, puis que les dépenses n'ont plus rien à voir avec la réalité financière d'aujourd'hui. Donc, le nouveau règlement de pouvoir de dépenses. Donc, c'est pour octroyer à la direction générale 20 000 de pouvoir de dépenses et à chacun des personnels cadres, c'est-à-dire la directrice adjointe, le directeur de travaux publics et la directrice du traitement des eaux, 5 000 de pouvoir de dépenses pour les dépenses courantes qui relèvent de leur service. Là, c'est pas, il y a quand même des restrictions qui sont appliquées. Attends un petit peu, je vais revenir. OK. Donc, évidemment, dans les dépenses d'opération, on va exclure toutes ce qui est dons et contributions financières des organismes. On exclut l'embauche permanente d'employés. On exclut aussi l'acquisition d'immeubles, la signature d'entente intermunicipale, puis ou n'importe quelle situation où la loi exige une autorisation expresse du conseil. Ensuite, OK, c'est ça, il y a toujours, on va, comme on fait à toutes les séances ordinaires, là, il va y avoir un compte-rendu, une liste de dépenses là, qui va être présentée au conseil et qui va être approuvée. Donc, toutes les choses se font de façon transparente. C'est juste que si, par exemple, moi, j'ai une dépense de 5 000 à faire pour les opérations quotidiennes, je n'ai pas à attendre la prochaine séance pour vous demander l'autorisation. Ça accélère les choses. Puis, on est dans les normes. Là, il y a des municipalités à peu près de notre grosseur qui autorisent jusqu'à 25 000 les pouvoirs de dépenses. En gros, c'est ça. Là, le règlement aussi établit les principes de contrôle budgétaire. Quand on dit c'est une mise à niveau, avant, le maximum, c'était à 2 000. Aujourd'hui, 2 000, tu peux plus bien. Puis, à quelque part, mettons comme tu dis, on est dans les normes, puis de manière d'une autre, il faut soit entériné par le conseil aussi. C'est pas des dépenses exact. Qui vont s'effectuer comme le DG le sent, mettons. Richard Dion. Annie. Attends, pas tout de suite. Point 6, programme d'aide à la voirie locale, volet entretien. Oui, toutes les années, il faut adopter une résolution comme quoi vous reconnaissez que le montant qui a été donné par le ministère des Transports pour l'entretien de nos routes a été dépensé selon les normes là, du programme. Donc, en 2025, on a reçu un montant de 277 611. Puis, évidemment, il a été dépensé là, pour toutes les dépenses admissibles pour l'entretien de notre réseau routier. Éric Deschênes, appuyé par Sylvain Toupin. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. Ponceau, des routes Bélanger et Gonzague-Brizard, décompte numéro 3, recommandation de paiement. On en parle encore quasiment 2 ans après l'ouragan Debby. Ouais. Oui, donc les travaux pour refaire les ponceaux de la route Bélanger et de la route Gonzague-Brizard, on a passé le 1 an de garantie, donc il reste un 5 % de retenue de garantie. Donc, après l'approbation de l'ingénieur au dossier, c'est pour libérer le 5 % puis payer pavage JT. Élise Fafard. Annie Sylvestre. Tout le monde est d'accord? Oui. Urbanisme et mise en valeur du territoire. Point 8, règlement numéro 352-4, modifiant le règlement numéro 352 intitulé Règlement de zonage afin d'autoriser l'entreposage commercial dans la zone A15 et d'y ajouter des normes particulières. Avis de motion. Une longue histoire courte, c'est dans le fond, c'est d'autoriser la modification de zonage pour la zone de l'église Saint-Viateur. L'église Saint-Viateur,
Non, la fabrique a une offre d'achat d'une personne et pour pouvoir l'occuper, il veut changer la fonction comme de raison. Et pour ça, on doit changer le règlement de zonage. Donc, c'est là-dessus qu'on dépose cette modification-là. Donc, la modification, on va avoir une entente en tant que telle pour toutes les... pas une entente, mais un règlement pour ce que peut contenir, justement, l'Église. Bien, la bâtisse, c'est plus une église, là. Et puis, bien, c'est ça. En même temps, bien, on autorise, quand la transaction va pouvoir s'effectuer, bien, la fabrique va pouvoir encaisser le montant de la vente. Donc, c'est ça. Bien, ce qui a été discuté, en fait, en séance de travail, c'est que c'est l'entreposage commercial qui est demandé d'être permis, mais vous vouliez que ce soit serré pour, justement, que ce soit pas n'importe quoi, une porte d'entrée à n'importe quoi à faire à l'intérieur de l'Église. On veut éviter les débordements. À l'extérieur, on a dit. Ouais. Fait que là, le projet de règlement, c'est un texte qui peut être modifié, mais tel qu'il est présenté, évidemment, on interdit l'entreposage extérieur. Okay. C'est uniquement l'entreposage intérieur. Donc, on interdit aussi d'entreposer des véhicules accidentés hors d'usage ou sans plaque d'immatriculation. On interdit d'entreposer des déchets ou rebuts de toute nature. On interdit d'entreposer tout objet, marchandise ou substance qui pourrait engendrer de la vermine, des odeurs, constituer un risque d'incendie. C'est interdit d'entreposer matière dangereuse non encadrée par la réglementation provinciale et fédérale. L'entreposage désordonné ou en vrac est interdit. Donc, les biens entreposés doivent être disposés de façon ordonnée et sécuritaire. L'aire d'entreposage à l'intérieur du bâtiment il va devoir être soumis à un plan d'aménagement des aires d'entreposage à l'intérieur qui va être approuvé lors de la délivrance du permis. Donc, l'inspecteur va devoir approuver la façon... Mais non, un entreposage en vrac en dedans. Oui, c'est ça, exactement. Fait que s'il veut mettre des mini-entrepôts à l'intérieur et les louer, mais il va devoir montrer de quelle façon il va les disposer pour s'assurer que c'est ordonné puis que c'est pas n'importe quoi qui est fait dans le bâtiment. Fait que c'est... C'est bon. Éric Deschamps. Vincent. Attends un peu. C'est bon. Je m'excuse. Point 10, nomination des membres du comité consultatif d'urbanisme. Donc, le conseil a reçu les recommandations du CCU, puis on a reçu 7 candidatures. Il a été retenu 5 personnes. Je vais nommer les personnes. Après ça, il va y avoir un tirage au sort pour la durée des mandats. Donc, d'emblée, il y a Sylvain Toupin qui est conseiller au poste numéro 5 qui fait partie du comité, Vincent Bergeron, conseiller au poste numéro 3 qui en fait partie, et les citoyens Benoît Hébert, François Légaré, Eugène Morel, André Désy et Denis Fosse sont nommés comme membres du comité consultatif. Comme on l'a déjà mentionné, il va y avoir une rotation. Le premier, ça va être 2 ans les mandats, mais le premier mandat, il va en avoir qui vont être 1 an. On va faire un tirage au sort pour les 2 premières personnes. Ils vont avoir des mandats d'1 an, puis après ça, ça va rouler tout le temps 2 ans. Toujours 2 ans. Donc, les 5 noms ici. Voulez-vous que je vous nomme les noms pour montrer qu'ils sont tous dedans? François Légaré, Benoît Hébert, Eugène Morel, André Désy, et puis Denis Fosse. Nathalie, veux-tu... La firme Sanson Bellard. Alors, François Légaré. Mandat d'1 an. Et puis Denis Fosse. Denis Fosse, mandat d'1 an. Les autres ont des mandats de 2 ans. C'est noté? Oui. Donc... On va prendre un proposant. Oui, c'est ça. Éric Deschamps? Annie. Qui? Annie. Annie Sylvestre. Tout le monde est d'accord? Oui. Point 11. Élaboration d'un plan de préservation de l'église de Saint-Hubert et de son presbytère.
Je peux faire un bout là-dessus. Disons qu'en gros, on a un OBNL qui nous a fait un projet. Ce projet-là, le but est de préserver l'Église et le presbytère. Mais pour faire ça, bien, il faut qu'il y ait des fonds. Puis pour établir les fonds, il y aurait une zone... il serait bâti des appartements pour les personnes, un milieu de vie pour les personnes de 55 ans et plus à Saint-Cuthbert. Appartements qui seraient hautement subventionnés par divers paliers gouvernementaux, mais aussi par des organismes. Et la façon de faire, bien, ce serait de générer assez de profit pour l'entretien de l'Église et du presbytère. Donc, l'Église et le presbytère appartiendraient à cet organisme-là, qui est Âge Vital, qui serait l'organisme qui serait en charge de la gestion de tout ça, cette affaire-là. Mais pour ce faire, disons que ça prend des premières étapes. Autant il va y avoir des consultations publiques pour savoir quoi faire avec l'Église, le presbytère, etc. Mais tout ça, bien, c'est sujet à la mise en place des fameux appartements pour pouvoir maintenir l'Église et le presbytère. Bien, pour ça, bien, on a une entente qu'on nous autres, on se mouille, c'est que de dire, on aide un OBNL à s'établir en participant à la première étape pour du côté ingénierie et architecture. Mais ça, on y va, on accepte de participer, mais à condition que les contacts avec le propriétaire de la zone blanche se fassent et qu'il y ait un offre d'achat entre les deux. On ne fournira pas un montant X juste pour faire plaisir. On veut un minimum de garantie pour pouvoir aller dans ce projet-là, mettons. Fait que c'est là-dessus qu'on fait une élaboration d'un plan de préservation parce que oui, on veut bien participer, mais ça prend, comme je dis, un minimum de garantie. Puis en faisant cette proposition-là, ben c'est là-dessus qu'on va. C'est pas mal ça. C'est ça. En gros, vous acceptez la résolution, c'est que vous acceptez l'offre de service au montant de 29 000 avant taxe, conditionnel à la signature d'une promesse d'achat acceptée par les deux parties entre Âge Vital et le propriétaire du lot 4261968. Ou du moins la partie située de ce lot-là qui est en dehors de la zone agricole. Motorisé à signer l'offre de service suite à l'obtention de la promesse d'achat. On met ça un délai pour la promesse d'achat ou... Bien, ce que j'ai entendu, disons que cette personne-là est en contact avec le propriétaire, puis il répondrait sous peu. Mais le sous peu, c'est quoi? On ne sait pas. Mais c'est parce que s'il n'y a pas de délai, il faut qu'il y ait une entente. S'il n'y a pas d'entente, nous autres, on ne déverse pas le montant. Non, je le comprends. Ouais. Ça donne pas grand-chose de mettre un délai. Non. Ouais, non, parce que les discussions sont déjà entamées. Je veux dire, ça va, si on n'a pas de nouvelles, ça va juste mourir de sa belle mort. Parce que s'il arrive à s'entendre, ça ne prendra pas des années. Là, à ce jour, il y a un dépôt d'offre d'achat qui a été fait. Il y en a un dépôt. Il y en a un dépôt de fait. Mais on a... est accepté? Non, c'est ça, on n'a pas de retour. On n'a pas de document. Ouais. On sait du cap. Je veux juste comprendre. Âge Vital a fait une promesse d'achat. Oui, un offre d'achat. Oui. Puis là, on attend le retour. Oui, Oui, c'est ça. Mais là, c'est C'est récent, là. la semaine passée. Parce qu'on s'est vu jeudi puis c'était pas encore déposé. C'est ça. Ouais, c'est ça. OK. C'est la semaine passée. Fait qu'on attend un retour. Puis, dépendamment de la situation, bien, où on y va, où on y va pas. OK. D'autres questions? Non? C'est clair pour vous autres? Richard Dion? Sylvain Toupin? Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. Loisirs et culture, politique culturelle de la municipalité de Saint-Cuthbert. Disons que c'est une politique qu'on a demandé au groupe de Culture Patrimoine de nous préparer après... c'est un petit bout de temps. C'est en 2022. En 2022, c'est ça. Et puis, il y a eu beaucoup de retours. Puis finalement, on a lu ça, puis on s'est entendu sur un modèle. Fait que je vais aller quand même les attendus.
Attendu que la municipalité de Saint-Cuthbert reconnaît l'importance de la culture, du patrimoine bâti et immatériel, ainsi que les activités culturelles pour le développement et l'épanouissement de sa collectivité. Attendu que le conseil municipal avait donné formellement le mandat à l'organisme Culture et patrimoine Saint-Cuthbert le 7 mars 2022 de réaliser une politique culturelle pour la municipalité afin d'encadrer et de soutenir le développement culturel de son territoire. Attendu que l'organisme Culture et patrimoine Saint-Cuthbert a procédé à l'élaboration d'une politique culturelle en consultation avec la population et les parties prenantes locales et a remis un document complet à cet effet. Attendu que la politique culturelle propose une vision claire des principes directeurs, des axes d'intervention et des objectifs destinés à valoriser, préserver et mettre en valeur l'histoire, le patrimoine et la vie artistique de Saint-Cuthbert. Attendu que le document intitulé « Politique culturelle de la municipalité de Saint-Cuthbert » a été présenté au conseil municipal pour étude et adoption. En conséquence, ensuite, ça va être que la municipalité de Saint-Cuthbert adopte officiellement la politique culturelle telle que présentée par l'organisme Culture et patrimoine de Saint-Cuthbert. Que la politique culturelle ainsi adoptée serve de cadre de référence pour l'ensemble des actions, décisions et projets et soutiens municipaux en matière de culture et patrimoine, que la politique culturelle soit transmise à la MRC de Dautrey et au ministère de la Culture et des Communications du Québec. Donc, en conséquence, il est proposé par Sylvain Toupin, Vincent Bergeron. Donc, tout le monde est d'accord? Oui. Bonsoir, Mme Léaudé. Je vais revenir sur le CCU. Félicitations aux nouveaux membres du comité. Je voudrais savoir, suite aux mises en candidature, vous avez dit qu'il y avait 7 applications. Quel a été le processus pour la sélection des 5 personnes? Les membres du comité, voulez-vous répondre? Il y a eu un comité de sélection, il y a eu 3 personnes. On a regardé les 7 candidatures proposées et on voulait avoir un éventail le plus large possible au niveau des compétences, au niveau des connaissances, au niveau du territoire. Puis, on voulait aussi que ces gens-là soient capables de travailler ensemble dans le calme et le respect. C'est pour ça que les 5 personnes qui ont été retenues répondaient à ces critères. Donc, vous connaissiez toutes ces personnes-là personnellement pour être capable de faire ces évaluations-là? Personnellement. Ça me surprendrait beaucoup, j'en faisais partie, je n'ai pas été rencontrée. Parce que vous n'aviez pas été choisi par le comité de sélection, ma chère dame. Bien, c'est ce que je vous demande, c'était quoi le processus une fois que les candidatures ont été faites? Vous m'avez dit, il y a un comité de sélection. Donc, si je n'ai pas été retenue, c'est ce que je demande, c'est quoi le processus une fois que les mises en candidature ont été faites? Donc, vous avez eu plus que 7 noms? Non. Bon, j'en fais partie alors? Oui. OK. Mais vous n'avez pas été retenu. C'est ça, mais vous me dites que vous avez choisi les 5 en fonction de qui peuvent travailler, en tout cas 3 critères. Les connaissances qu'on avait aussi. Exactement. Donc, je vous dis, vous connaissez chaque personne et vous pouviez en faire l'évaluation. Oui. Vous m'avez dit oui, je les ai rencontrés. Je n'ai pas été rencontrée. J'ai rencontré des personnes que je ne connaissais pas. Je ne vous connais pas, M. Toupin, je m'excuse. Je ne sais pas comment vous avez fait pour évaluer ma candidature. Puis moi, j'ai fait une demande le 29 mai à M. Drapeau pour savoir comment ça se passait. Il m'a référé à Mme Patenton, qui m'a dit que c'était mes dires, puis j'ai jamais été capable d'avoir tous les détails. Puis j'ai aucun problème que ce soit les meilleures personnes que moi qui ont été choisies, mais le processus pour moi, c'est important que ce soit juste et transparent parce que je suis impliquée, puis j'ai des questions que j'attends. D'ailleurs, M. Bergeron, depuis février, que j'attends par rapport au zonage, par rapport aux fermettes et tout ça. Puis on m'a dit après ça que ça serait avec le CCU, donc je suis très patiente, mais j'ai un problème que ça a été mis entre les mains de me dire quand j'avais vraiment mis en connaissance de cause puis en lumière qu'il y avait eu un problème avec le processus de, justement, la nouvelle réglementation, qu'il y avait des informations qui n'avaient pas été passées, des réponses qui n'ont pas été faites. Puis ça, je vous avais emmené ça à votre M. Lemar puis M. Bergeron, là, avant janvier puis février. Les consultations publiques ont été faites avant l'adoption des règlements d'urbanisme. Tout à fait, mais j'ai emmené le problème qu'il n'a pas fait le suivi et les recommandations, puis que je voulais me rasseoir avec vous. Puis ensuite de ça, il y a eu des demandes qui ont été refusées d'avoir des pôles, des choses comme ça, à la lumière de ce règlement-là. Donc, depuis février, j'ai dit, puis ça ne me touche pas personnellement, mon terrain est plus grand que 3000 m², là.
Mais j'ai fait une demande de m'asseoir puis d'informations depuis février que je l'attends. Ensuite, j'ai suivi les recommandations qu'on m'a données. J'ai mis ma candidature. Je suis une agronome professionnelle. Je pense que j'avais toutes les connaissances puis les critères. Puis, si vous jugez que je suis pas capable de travailler de manière juste, je pense que j'ai aidé à faire justement une consultation citoyenne au moment des élections. Donc, je pense que d'emmener tout le monde puis d'avoir des discussions respectueuses, puis si moi, j'ai pas coché ce critère-là, je sais pas pourquoi, mais le processus juste et transparent, j'aurais vraiment apprécié que ça soit un peu plus. Parce que présentement, j'ai fait plus que je crois qu'il était nécessaire pour l'information, puis il n'y a personne qui m'est revenu. Puis aujourd'hui, on est rendu là. Donc, c'est ça. Donc, vous n'avez pas, je trouve, répondu à ma question de, une fois les mises en candidature faites, quel a été le processus? Je repose ma question. Le processus, à la fermeture de l'appel des candidatures, le comité de sélection s'est réuni et a choisi 5 noms sur les 7. C'est comme ça que ça s'est passé. Basé sur quoi, ces 5 noms-là? Sur les connaissances qu'on avait des personnes qui avaient postulé. Puis le comité de sélection se composait de qui? Midi Sandine, Vincent Bergeron et moi-même. Parfait. Donc, personne, est-ce qu'on est d'accord que c'était pas nécessairement un processus qui était neutre et juste si vous connaissez pas les gens qui ont appliqué? Comment c'est vraiment, vous avez utilisé vos connaissances personnelles, puis c'était vos connaissances à vous qui ont fait la sélection et non ce qui était nécessairement dans le meilleur intérêt de tout le monde. C'est votre opinion. Non, mais je pose la question parce que je suis un exemple. On se connaît pas. M. Bergeron, je le connais pas, puis Mehdi Samir non plus. M. Bergeron vous connaît parce qu'il vous a déjà... Aussi souvent que vous, monsieur, juste ici, puis il m'a répondu par courriel parce que c'était le conseiller, puis c'est le maire adjoint. Donc, j'ai parlé avec M. Bergeron aussi souvent que vous. Bien, je peux aider à ça. Disons que les 3 personnes... Oui, comme vous soulevez, ça semblait arbitraire, mais ça dépendait des connaissances des personnes. Et puis, ils ont établi des critères X selon ce qu'ils voulaient. Ils ont fait des recommandations au conseil. Puis, c'est là-dessus que le conseil est allé. Vous n'avez pas été choisi, c'est un fait. Mais nous autres, le conseil, ils ont décidé de suivre les recommandations. Mais quand on parle, c'est ça, juste et équitable, je pense que c'était très arbitraire. Un minimum, un appel, une petite entrevue rapide, la mise en candidature, il n'y avait même pas de preuves, pas de CV, rien qui avait été demandé. Donc, je peux quand même questionner justement la question là, d'arbitraire, puis d'essayer de mettre quelque chose sur place qui est juste, puis d'avoir des gens qui sont impliqués. Je suis en compagnie de Yves Perron. Bonjour, Yves. Bonjour. Tu commences à être bronzé et les vacances approchent. Là, le compte à rebours est parti. Le compte à rebours est parti, mais même à ça, tant que je peux être dehors, je vais être dehors. Ben, c'est bien, c'est bien. Profite-en. Ça fait du bien. Ça fait du bien. Yves, on va faire un petit bilan suite à ta visite au printemps, mais là, on va finir la session, puis tout ça. On va commencer. Il y a eu quand même une espèce de record de projet de loi adopté sous bâillon. Là, M. Carney a profité de sa majorité pour dire je vous le rentre, là, puis ça a déréglé. Sa majorité trafiquée, premier élément. Donc, on a faussé le résultat de la dernière élection. Et oui, on est rendu à plus que 10 projets de loi adoptés sous bâillon. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le gouvernement décide qu'il faut aller vite. On empêche les débats, puis on empêche l'approfondissement de l'étude de certains projets de loi, comme entre autres C15, qui était la loi d'application du budget, dans laquelle était le TGV, puis ainsi de suite. Et C9, C9, elle, c'est correct, là, on a, en bout de piste, on a fait des gains dedans, on était quand même assez contents. Mais il y a eu 10 fois où le gouvernement nous a coupé le temps. OK. On parle de majorité, mais il y a quand même eu un départ, on pourrait dire, fracassant depuis qu'on s'est parlé, de Stephen Guilbeault en environnement et tout. Puis ça l'a amené aussi beaucoup de questionnements, que la majorité est là, puis pas là. Quand ça allait revenir, il y a certains... Il est encore majoritaire. Okay. Il y a plusieurs partiels à venir. Il est encore majoritaire de façon assez serrée, je pense, quelques votes, là. Je pense pas qu'il va y avoir d'enjeu. Ils vont tenir les partiels
je pense, dans un avenir assez rapproché. Espérons-le après les élections. Oui, mais c'est ça, je m'en allais dire, c'est ça qu'il y avait des commentaires. On a une grosse job à faire à Québec. Il faut faire rentrer un gouvernement indépendantiste. Oui, mais c'est ça. Mais c'est pour ça, je pense que. Ouais, c'est ça. Mais je pense que c'était ça un petit peu qu'ils attendaient. Ils ne voulaient pas mettre deux élections en même temps. Il y en a comme plusieurs. Je pense qu'il y en a 6 des partiels, là, si on calcule tout le Canada. Et il y a été question qu'ils ne fassent pas nécessairement tout ça en même temps. On va voir. Là. Parce qu'il y a un de tes anciens collègues, je pense, qui se présentait. Simon Pierre, il a gagné son investiture hier au Parti québécois. OK. Parce qu'il fallait d'abord qu'il soit choisi là, par les membres du parti pour être candidat. Donc, c'est fait depuis hier. Fait qu'il sera candidat du Parti québécois dans Saint-Hyacinthe. Ah, OK. Et moi, par ricochet... Tu es en train de nous annoncer, non? Non, mais par ricochet, en tant que whip en chef du parti, je gère maintenant la circonscription de Saint-Hyacinthe, Bagot, Acton. OK. Comment ça fonctionne? Là, il y a le droit de se présenter? Quand il y a une démission ou un décès en cours de mandat, c'est le whip du parti qui prend en charge la circonscription. Mais c'est pas comme la charge que je peux avoir ici avec les représentations et tout ça. J'ai le droit de garder seulement 2 employés. C'est vraiment pour offrir les services à la population au bureau. Donc, là, assurance chômage, assurance emploi, ARC, immigration, ces choses-là. Bien, d'abord, qu'est-ce que tu me dis là? Ça veut dire qu'il y a eu l'obligation de démissionner pour pouvoir se présenter au Parti québécois. Ou il pourrait revenir, il pourrait-tu dire... Non, bien, il aurait pu... Mettons, c'est qu'il n'est pas élu, là. Oui. Théoriquement, oui. Là. Je sais pas. Je sais pas. Non, je te pose la question. Là-dessus, je ne sais pas. Parce que je sais qu'il y a certains maires qui se présentent. Il y a un droit de veto là-dessus. C'est tout. Là. Donc, je ne sais pas ce serait le résultat final, mais théoriquement, il pourrait. Comme s'il avait perdu son investiture en fin de semaine. Peut-être qu'il aurait pu, là, mais là, ça aurait fait beaucoup de sous pour une élection partielle pour les contribuables. C'est ça, mais il va avoir une élection. Ça aurait soulevé des questions. Mais là, il est candidat du PQ. OK, d'accord, on remet ça. Mais moi, le point que je vais amener, c'est qu'il ne peut pas dire je prends 3 semaines de vacances, il fallait qu'il démissionne pour pouvoir. Tu peux tout le temps faire. Ça relève du choix personnel. OK. Simon Pierre, lui, a dit que lui, il ne ferait pas campagne électorale à Québec avec l'argent des contribuables. OK. Pour le fédéral. Ce que, par exemple, Éric Lefebvre, des conservateurs, qui est député dans Richmond-Arthabasca, si je ne me trompe pas, de la circonscription, dans le coin de Victo, lui, il siégeait à Québec, puis il faisait campagne pour le fédéral. C'est ça. Puis là, il avait été beaucoup critiqué pour ça. OK. Tu sais, ça, c'est de la politique, c'est des choix personnels. Je salue le choix de Simon Pierre là-dessus. Mais en même temps, c'est quelqu'un qui est, je sais pas moi, qui est comptable puis qui prend 1 mois de vacances pour faire campagne. Personne ne va le juger non plus. C'est parce que là, c'est des postes électifs. Bon, moi, je comprends. C'est des fonds publics, c'est un peu délicat. Là. Parce que souvent, des maires, je me mets, je suspends mon poste de maire pendant 2 mois, 3 mois, en attendant de voir si je suis élu, puis je reviendrai comme maire après. Oui, ça peut. Mais en fait, ça peut toujours être sujet aux critiques, mais là, c'est à la population après ça de décider comment il entérine ça ou pas. Mais Simon Pierre, lui, a fait le choix d'être plus catholique que le pape, ou bien propre, là, puis de dire, moi, j'arrête d'être député. Il a démissionné, je pense, le 19 juin. OK, d'accord. Donc, ça te fait une petite charge, mais c'est quand même vivant. Bien, une petite charge, c'est relatif. Oui, ça me rajoute quand même. Mais bon, ça fait partie du travail. Oui, c'est ça. Correct. Mais, tu sais, je suis pas gentille quand je dis petite charge, parce qu'on va parler de d'autres dossiers, puis pour l'avoir vécu, quand tu me parles d'assurance chômage, tu me parles de ARC, puis tout ça, tu sais, on règle ces cas-là, mais je pense que tes employés, là, ton bureau, c'est pas mal la majorité des cas qui ont à régler. Encore aujourd'hui, c'est encore difficile là, à ce niveau-là d'avoir du service, d'avoir des réponses et des bonnes réponses. Ouais, je te dirais qu'on a quand même une bonne collaboration de l'unité de service régionale. OK. On règle les cas, c'est juste que ça prend du temps. Il y a l'immigration. L'immigration, c'est complexe, c'est long, les fonctionnaires vont pas vite. Et là, il y a eu plein de remises en question, à la limite populiste, là, dans les différents paliers de gouvernement. Ouais. Fait que il y a comme des freins qui sont appliqués là, sur les autorisations. Là, tu sais, le programme d'expérience québécoise à Québec a été renouvelé, mais là, il paraît qu'il y a plus de contraintes qu'avant. Fait que finalement, il n'est pas vraiment renouvelé. C'est compliqué. Fait que puis il y a des avocats qui sont là-dedans aussi, là, qui vont demander des milliers de dollars aux personnes nouvellement arrivées. Puis des fois, on se demande si c'est tout le temps légitime. Il y a sûrement plein de gens qui font un super travail là-dedans. Que c'est un dossier complexe. Puis la clé, là, les gens qui sont en enjeu avec l'immigration, c'est attendez pas trop longtemps avant d'aller voir le bureau du député. Plus rapidement on est dans le dossier, plus rapidement il avance. Nous, on n'a pas de pouvoir.
on ne peut pas décider, lui, vous l'acceptez, vous ne l'acceptez pas. Des fois, il y a des cas litigieux, on peut faire une lettre d'appui, là, mais ça ne va pas plus loin que ça. Sauf que quand on se met le nez dans un dossier, il débloque souvent. Oui. Disons que là, ils ont avantage. Fait que c'est ça. Fait que soyez pas gênés, on est là pour le service à la population. Question par rapport à ça, parce que j'entendais justement une entrevue ce matin des fonctionnaires. Vous n'avez pas de contrôle sur les fonctionnaires. C'est la fonction publique, c'est au niveau du gouvernement, c'est pas l'opposition, mais il y a eu une décision de ramener les fonctionnaires à 2 jours, 3 jours, 4 jours par semaine, puis tout ça. À temps plein, quasiment. C'est des cas temps plein, puis tout ça. Puis là, j'entendais quelqu'un, mais qui n'a pas d'espace, ne sont pas capables de travailler. Bon, nous autres, n'avons pas de contrôle sur ça, mais eux autres peuvent-ils mettre pas de la pression, mais sous-travailler. Mettons que je vais faire une je dirais pas une campagne de zèle ou quelque chose de même. Je pense pas qu'on a vu ça, là. Ça serait pas souhaitable, parce que les gens de l'immigration n'ont pas à payer pour ça. Mais l'ARC, de tout, là, je te parle. C'est ça. Oui. Non, je pense pas. Mais les gens... En fait, ce qu'il faut faire, c'est être rationnel là-dedans. OK. Du télétravail, moi, j'en ai gardé au bureau. J'en ai gardé. Les employés sont super productifs cette journée-là, plus, parce qu'ils font pas... Il n'y a pas personne qui cogne à la porte. Il n'y a pas de téléphone. Ils n'ont pas de transport pour aller au bureau. Comme souvent, ils commencent à travailler plus de bonne heure, tu sais. Il n'y a pas de WRE. On va dire le mot comme on va dire. Il y en a qui doivent rentrer dans le bureau pour dire bonjour puis commencer à jaser. On le voit. Puis c'est en alternance, évidemment. Le bureau est tout le temps ouvert. Là. C'est 4 jours semaine, les 2 bureaux. Mais au-delà de ça, les gens, nous, on le voit de l'intérieur, le travail qui se fait. Fait que ça fonctionne bien, le télétravail. Moi-même, j'en fais. Là. Je suis bien installé chez nous. Puis, vous savez, la taille de la circonscription. J'habite à Saint-Félix-de-Valois. Je suis député de Saint-Sulpice jusqu'à Saint-Mathieu-du-Parc, puis de Pointe-du-Lac jusqu'à Saint-Damien. Là. Ça en fait du territoire. Fait que, la fois que j'ai pas de rendez-vous, puis je suis pas obligé d'aller au bureau, je suis même pas bien de me sauver. Tu sais, mettons, pour aller au bureau de Louisville de chez nous, c'est 50 minutes. Si je vais pas au bureau, je viens sauver 2 heures dans ma journée. Ou je vais traiter plus de courriels, ou je vais faire des appels, ou je vais... Il y a une mesure là-dedans. Je pense qu'il faut qu'il y ait une présence au bureau aussi, là. Mais ça appartient aux gestionnaires, évidemment. Ça, okay. On a visité les bureaux de l'ARC à Shawinigan. Oui. Avec Jean-Denis Garon. Puis justement, c'était une question qui a été abordée. Parce que c'est une bâtisse neuve, là, c'est tout est neuf dans ça. Oui, mais tu sais, on ne peut pas s'immiscer dans le rôle de gestionnaire. Sauf qu'on dit, soyez raisonnable. Si tu forces tes gens à venir au bureau, puis tes gens n'ont pas de bureau, ça ne marche pas non plus. Puis ça se voit, là. Il fallait qu'ils réservent un bureau, tu sais, c'est un peu... Oui. C'est un peu n'importe quoi. Quand tu n'as pas d'espace de travail, que tu peux t'adapter à ton besoin, personnel, et ainsi de suite. Je sais que moi, j'ai des postes de travail, tu sais, à l'appartement à Gatineau, à la maison chez nous, au bureau de Louisville, puis au bureau de Berthier. Ça fait 4, ça. Puis ils sont tous bien aménagés, là. Oui. Pour être efficace, à un moment donné, il faut que tu rentres, puis en tout cas, c'est une question vaste sur laquelle on a peu de prise, mais le message que moi je lancerais, c'est parlez-vous et soyons raisonnables. C'est ça que toi, tu as l'impression qu'il n'y a pas de pression, il n'y a pas de moyen de pression de la part des fonctionnaires de ne pas régler des dossiers. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas et qu'ils n'en feront pas, mais moi, je n'ai pas vu là, un changement. Tu n'as pas vu ça n'a pas été annoncé comme tel non. Non, c'est ça, mais je te pose la question. Ce qu'on peut avoir, c'est peut-être des grèves ou des choses comme ça, on verra. Là. OK. C'est ça. On verra. Des points que vous avez gagnés, que vous avez présentés, on parle du programme justement Nouveaux Horizons que tu me parles. Ouais. On a gagné à moitié finalement. Oui, c'est ça. Dans le communiqué qu'on avait fait en fin de session, on avait dit que c'était une belle victoire parce que là, on demandait tout d'un coup, on a une belle nouvelle, on dit on augmente le montant maximal de 25 000 à 50 000. Puis on était content. Finalement, on se rend compte que le montant global est le même. Ça veut dire qu'il va y avoir 2 fois moins de bénéficiaires. OK, c'est bon à savoir. Ça, c'est une affaire. Puis en plus, là, on dit on veut peut-être prioriser plutôt que les municipalités, les organismes communautaires, puis choses comme ça, qui peut être noble. En même temps, on dit tout le monde doit avoir un numéro de l'Agence des revenus du Canada pour faire une demande. Là, t'as peu, là. Tu demandes à des personnes âgées bénévoles qui s'occupent bénévolement d'autres personnes âgées de briser l'isolement, d'organiser le party. C'est pas tout le monde qui sait c'est quoi, mais moi, j'y vais souvent. Il faut savoir, là, ces gens-là, la journée d'avant, là, ils vont placer la salle, il faut faire la vaisselle, il faut régler le traiteur ou il faut faire la bouffe, un des deux. Après ça, il faut nettoyer la salle. Il n'y a pas d'employés, là. C'est tout le monde qui sont bénévoles. Puis là, ils disent, mettons, ça prendrait une salle de bain adaptée. C'est déjà beaucoup de travail pour eux de remplir des papiers, des formulaires, et ainsi de suite, de voir comment ça pourrait être aménagé.
Puis là, on leur dit, il faut que tu me fasses un autre papier de plus, il faut que tu aies un numéro de l'Agence du revenu. Pourquoi? Est-ce qu'il y a eu des fraudes antérieurement? Y a-t-il eu quelque... Je pense pas. Fait que c'est comme une lubie de fonctionnaire. Là. Fait que là, nous, on a soulevé ça. On a dit, voyons donc, on ne peut pas demander à tout le monde d'avoir un numéro instantanément. Fait que là, ils nous ont dit, OK, c'est correct. Mettons, les unités locales de FADOC utilisent le numéro de FADOC du Québec. Ouais. Donc, on dit, OK. Mais là, on vient de savoir la semaine passée que c'est pour cette année seulement. Fait que l'année prochaine, tout le monde, il faut que vous ayez les numéros de l'ARC. Fait que commencez vos démarches. Je suis désolé, mais c'est des papiers de plus. C'est ça. Puis, est-ce que tu penses qu'éventuellement, ils vont aller de plus en plus dans cette plateforme-là? Parce que, tu sais, je donne un exemple. Ça, c'est une autre affaire, c'est une plateforme. Parce que c'est obligatoirement en ligne cette année. Je te pose la question parce qu'il y a il y a des subventions salariales, que tu as le choix d'aller dans cette plateforme-là ou de continuer d'aller sur un site Web. Mais tu penses qu'éventuellement, ils vont obliger tout le monde à aller dans ça? Le message qu'on a des fonctionnaires dans les séances de formation, c'est qu'ils ne traiteront même pas les formulaires papier. Il faut vraiment que ça soit rempli en ligne sur le site. Fait que c'est dommage pour la période. Nous, on comprend, là, c'est peut-être plus efficace, c'est déjà rempli. Il peut y avoir... Mais on aurait souhaité peut-être avoir une période de transition pour les gens qui ne sont pas habiles avec Internet. Ça va nous demander beaucoup d'accompagnement au bureau de députés et à d'autres personnes pour essayer d'aider ces gens-là à remplir les formulaires. C'est ça qui est dommage. C'est ça. Et tu parlais aussi des exemptions religieuses, hein? C'est ça? Il y avait... Oui, dans C9, en fait, le projet de loi sur la haine en ligne, on a réussi à inclure l'amendement pour éliminer l'exception religieuse dans le Code criminel canadien. Ça veut dire que des trucs comme Adil Sharkawi, là, qui appelait à tuer tout le monde, mais qu'on ne pouvait pas porter d'accusation parce que c'était fait dans un cadre religieux, ben là, c'est devenu illégal. Tu peux plus faire ça. Fait que tu peux pas appeler à la violence ou appeler des gens à tuer du monde. Sous l'égide d'une religion. Point. Que tu sois dans un contexte religieux ou pas. Ça n'a pas de bon sens. Il faut mettre la ligne 2026. Là. Oui, non, on est d'accord. C'est ça. On va faire une petite courte pause, puis on va parler après ça d'environnement. Bonjour Renaud, comment ça va? Ben, très bien, Daniel. C'est ça. On parlait justement avant de commencer. Tu as l'impression de revenir à la maison quand tu t'assois dans un siège comme ça. Et un article aujourd'hui dans la presse disait que ça a été comme ta découverte de la musique. Bien sûr. Quand tu reviens ici, tu regardes le site puis tu dis je suis rendu ici. Là. Oui. Ben, si tu veux, je pense que c'est comme si j'étais jamais parti non plus. Hein? C'est un lieu dans lequel je vis depuis très longtemps, peut-être aussi longtemps qu'il existe, hein, 1989. Ça fait près de 40 ans. Puis c'est un lieu qui vit avec moi aussi. Quand je suis pas ici pendant l'année, ben, je veux pas, je pense toujours à cet endroit. Je pense au concert. Je l'ai réfléchi aussi pour le lieu, pour ses qualités. La sonorité de la place. C'est ça, pour ses qualités acoustiques notamment, et puis simplement aussi pour l'atmosphère tout à fait particulière qui existe ici. C'est ça. Ouais. Je vais te poser la question. Puis est-ce que tu penses que, tu sais, la faveur ou la passion que tu as eue pour la musique, est-ce que tu penses que tu dis des fois, peut-être dans l'assistance, je vais avoir un jeune aujourd'hui bien sûr. qui va permettre... Je sais que le mentorat a un petit peu cet objectif-là, mais si tu dis, je suis capable de transmettre... Il faut faire les choses, exactement. Ce qui est amusant, puis ce qui est très particulier dans nos métiers, c'est qu'on fait les choses pour beaucoup de monde, mais le résultat tangible de ce qui reste après, on le voit pas, on le voit jamais. Tu sais, je veux dire, évidemment, oui, on connaît certains membres du public qui sont avec nous d'année en année, tout ça, on leur parle, mais de façon plus vaste, on peut pas prétendre savoir exactement ce qu'on amène à chacun ou chacune à l'occasion des concerts. Mais il faut vraiment le faire dans cet esprit-là, comme tu dis, il faut le faire avec l'idée que on élargit la conscience, on propose peut-être au public des choses auxquelles il n'aurait pas accès autrement, puis on l'aide à, à avoir peut-être une vision du monde un peu plus... Une pensée différente. Un peu plus riche, un peu plus développée, c'est ça, une pensée différente ou enfin une perspective sur le monde, sur l'histoire, sur la musique, évidemment, tout ça. Puis, bon, oui, je me dis, éventuellement, il va y avoir des gens qui vont avoir foulé le sol de l'amphithéâtre, puis qui vont
qui vont peut-être en retirer des choses qui vont les influencer dans leur vie d'une façon très profonde. Oui. La femme de Marc-André Hamelin, le merveilleux pianiste, qui elle-même est une merveilleuse personne, il y a déjà plusieurs années, m'avait écrit un message après des concerts ici à l'amphithéâtre. Puis elle m'avait dit, il faut jamais abandonner, il faut toujours être là, il faut continuer à faire ce travail-là parce que moi, vous, les musiciens, touchez les gens de beaucoup plus de manières que vous pouvez l'imaginer, en fait. Ouais. C'est très important, ça. Donc, c'est pas mal le cœur, c'est pas mal l'essentiel de ce qu'on fait. Oui, c'est ça. Ouais. Puis, dans le fond, par tes concerts, par la présentation d'artistes, je pense que tu prouves aussi que oui, tu sais, vous pouvez exister, vous pouvez être musicien. Bien Puis, sûr. il y a vraiment une pensée qui a changé depuis 20 ans ici dans... Ah, ben complètement. Tu sais, je te dirais, en Europe, on la vivait déjà. Oui. Mais ici, être capable de faire une carrière, d'être capable de vivre de la musique. Puis on peut même aller plus loin. Je pense que pour le public, pour chacun et chacune individuellement, le fait de, si tu veux, c'est une prise de risque un peu venir au concert. Oui. Tu sais, je veux dire, il faut quand même être dans un certain état d'esprit. Il faut être prêt à recevoir ce que les artistes ont préparé. Il faut être un peu vulnérable, ou en tout cas, il faut accepter de se mettre dans un certain état de vulnérabilité sur le plan émotionnel, tu sais, de la même manière que les artistes sont vulnérables, vulnérables sur la scène. C'est vraiment une communication très particulière, très intime, même si on est quelques milliers, tu sais. Mais pour chacune individuellement, je pense que de venir à ça, de contempler des grandes œuvres qui, pour la plupart, sont anciennes et ont traversé, comment dire, ont survécu aux années. À l'histoire, c'est ça. C'est parce qu'elles nous racontent vraiment, elles nous disent des choses importantes sur nos prédécesseurs, mais sur nous-mêmes aussi, aujourd'hui, dans ce qu'on a de permanent, d'humain, et on peut trouver une forme je pense vraiment d'éveil, de dignité, de conscience de soi aussi. Je pense qu'on pourrait rajouter que rien n'a changé, c'est juste la façon physique. Bien sûr. Parce que les musiciens de l'époque transmettaient qu'est-ce qui se passait. Observaient leur monde à eux. Mais aujourd'hui, le monde a beaucoup de changements, mais parallèlement, c'est quand même des choses qui sont pareilles. Mais les éléments fondamentaux de la vie humaine sont encore vraisemblablement les mêmes. Oui, c'est ça, exprimés différemment. C'est ça, exactement. Je sors de la forêt et qu'est-ce que j'entends? Les musiciens qui seront au Cénacle cet été, Marie Saint-Onge et Cicero Para. Allons à leur rencontre. Você já foi à Bahia, nega, não? Então vá. Donc, Marie, raconte-nous un peu votre aventure musicale, puis comment vous êtes rencontrés dans la vie et en musique. Alors, il y a 11 ans, je suis allée faire un voyage au nord-est du Brésil, à Jericoacoara. Et puis, c'est là où j'ai rencontré Cicero qui jouait et qui m'a invité à jouer dans son petit groupe. On a commencé à jouer ensemble, puis ça n'a pas été long que ça a cliqué amoureusement, puis musicalement aussi. Puis depuis ce temps-là, on vit entre le Québec puis entre le Brésil. On joue ici, on joue là-bas. On se promène entre les deux places, puis on fait notre musique. J'ai grandi dans une famille de musiciens au Brésil et on faisait toujours tout le temps la musique. C'était naturellement dans notre quotidien. Et même avec des petites boîtes d'allumettes, ou sinon avec un chaudron sur la table. Mais il y avait aussi toujours la guitare là-bas, c'était toujours vivant dans la maison. C'était incroyable. Au Brésil, avant de rencontrer Marie, j'étais toujours au Brésil.
J'étais jamais sorti du Brésil. Jamais. Et quand j'ai sorti du Brésil, je suis venu ici. J'ai marqué comment la musique brésilienne est forte dans notre culture. Moi, j'ai un parcours à la base plus académique. J'étais allée au conservatoire, j'étais allée au cégep en musique, à l'université, tout ça. Donc, mais j'apprenais toujours aussi beaucoup à l'oreille. Puis je faisais déjà de la musique brésilienne avant de rencontrer Cicero. Vous faites de la musique brésilienne, vous faites aussi, je pense, de la musique originale. Vous composez aussi des musiques. On a des compositions ensemble qu'on va jouer d'ailleurs lors de notre concert. Et puis, on a fait 2 albums récemment, publiés, tout ça. Un sous un label québécois, puis un sous un label brésilien. Donc, on a très hâte de vous entendre au Cénacle de la Chapelle des Cuthbert. Vous allez être là le 9 juillet. Valérie, c'est une petite fille enjouée, qui aime être avec les autres, chaleureuse. Elle aime beaucoup apprendre. Une vache, c'est quoi en anglais? Cow. Puis en espagnol? Vaca. Oui. C'était une surprise pour nous à la naissance. J'ai eu une césarienne, donc quand je suis arrivée dans ma chambre, mon conjoint m'a dit il y a une petite chose qui est arrivée avec le bébé. Bien, premièrement, c'était tout de suite après l'accouchement. Je l'ai vu quand j'ai coupé le cordon ombilical. J'ai regardé le médecin et j'ai dit, est-ce que c'est normal? Avec les émotions, ça, j'avais pas réalisé vraiment tout de suite. Puis là, au fur et à mesure que j'en prenais mes esprits, mais je réalisais que Mallory était amputée au niveau du milieu du bras. Puis ce qui a été vraiment le plus difficile, c'est qu'Annie ne le savait pas. Après du recul, je me suis dit, il faudrait regarder le bon côté des choses. Puis à ce moment-là, je me suis dit, elle va être capable de communiquer, de parler, de nous aimer, d'avoir des sentiments qu'on est capable de palper. C'est une amputation, oui, mais il y a plein d'autres côtés de sa personnalité qui nous montrent qu'il y a plein de belles choses. Donc, avant même que je sois sortie de l'hôpital, Mallory était déjà inscrite au programme des vainqueurs. J'ai dessiné un papillon, 7 belles fleurs. Pourquoi t'as un bras cassé? Je suis née comme ça. À force de participer au séminaire des amputés de guerre, on se sentait de plus en plus à l'aise. Donc maintenant, elle acceptait plus son amputation. Elle voyait d'autres personnes, d'autres enfants comme elle. Elle disait « Ah, regarde maman, sa prothèse, si elle est belle. Regarde son vélo, il y a une emboîture comme la mienne. » Donc c'est comme encourageant pour elle de voir que d'autres enfants dans la même situation. Au séminaire, j'ai vu d'autres enfants qui avaient une prothèse pour jouer au hockey, une prothèse pour jouer au golf, une prothèse pour jouer au tennis. Bien, la prothèse de golf que Mallory a d'ailleurs été défrayée par l'Association des amputés de guerre. L'idée du golf vient aussi de Mallory parce que c'est elle qui m'a proposé qu'elle voulait jouer. Puis elle était tout le temps très, très enthousiaste d'aller jouer au mini-pot. Elle adorait ça. Tu vois ici, là, entre les deux bosses qu'il y a là, le trou est là, pas trop fort, OK? T'es capable. Avec la nouvelle prothèse de golf à Mallory, c'est une activité supplémentaire qu'on peut faire. Ça, c'est vraiment grâce aux amputés de guerre. Oui! Passer du temps avec ma fille, moi, c'était très important. Puis en plus, c'est un sport que j'adore. Mallory est très persévérante. Elle va toujours vouloir continuer jusqu'à temps qu'elle réussisse. À chaque année, je vais au tournoi de golf. Puis cette année, je pourrai participer parce que j'ai ma prothèse. Grâce à ma nouvelle prothèse, maintenant, je peux jouer au golf. Votre station de télévision de Berthierville vous invite chaleureusement à son bingo hebdomadaire, présenté tous les samedis matins à 9h30. Chaque semaine, les amateurs de bingo se partagent la belle somme de 600 $ lors de cette joute pleine de plaisir et d'émotion. Et ce n'est pas tout. Le premier samedi de chaque mois, la cagnotte est de 2000 $, ce qui vient ajouter encore plus de suspense et de possibilités de gain.
Pour vous procurer vos cartes de jeu, rendez-vous chez nos dépositaires participants à Berthierville, le dépanneur Formule 1 et la station-service Arnois sur le boulevard Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra Famille Mondor sur la rue Gabrielle Brissette, le Super C sur la rue Notre-Dame, la pharmacie Proxime sur la rue de Frontenac à Saint-Ignace-de-Loyola, le dépanneur Proxy sur la rue de la Traverse, ainsi que la boucherie Aldo sur le rang Saint-Michel. Ne manquez pas ce rendez-vous hebdomadaire chaque samedi matin sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale au poste 701. Toute l'équipe de CTRB vous remercie de votre fidélité et vous souhaite la meilleure des chances.